fait, ça date de 1895 et ça figure en fait comme le premier film mettant en scène une comédie. Ça a été filmé Cocorico, je ne sais pas comment on dit quand c'est purement lyonnais, Cocorico de l'eau. Fait pour un groin. Et à force de préparer cette presse, je l'ai maté en fait des centaines de fois et plus ça va, plus ça devient drôle. Et c'est une sorte d'allégorie de nos vies modernes en fait. On n'arrête pas en tant que développeur de se battre contre des tuyaux qui fuient. Les datas elles viennent d'un côté, elles sortent de l'autre, on a des problèmes de memory leak. On a aussi des problèmes en termes d'équipe, à s'entendre. Donc là, on voit qu'on a des conflits d'intérêts entre ce qu'on pourrait qualifier peut-être le management et puis les gens peuple du bas. Et ensuite, on a aussi des causalités assez franches, à savoir, on voit bien ici que le personnage de droite, il a un impact direct puisqu'il est en amont de ce qui se passe en aval. Bref, on peut lire 1000 métaphores et ça m'a beaucoup inspiré pour ce qu'il a fait. Alors, comme on l'a dit, si on essaie de se mettre du point de vue de l'observateur, ce film-là, il a été fait par Louis Lumière dans ses studios avec le cinématographe. Et ça tombe bien, puisque quand on parle de lumière, il y a tout de suite une question qui me vient en tête et que je vous pose. Alors, on va procéder à un vote. Main droite, qui pense que la lumière c'est une onde, et main gauche, qui est-ce qui pense que c'est une particule? Bravo, vous avez été dans le cours de quatrième, ça fait plaisir. Effectivement, avec cette fameuse expérience de fente, on peut conclure en fait que le phénomène d'observation, eh bien, il peut être à la fois interprété comme des ondes ou une particule. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'avère que c'est le fait de mesurer qui vient en fait impacter ce que l'on retrouve en sortie. Autrement dit, c'est bien l'observation qui est à l'origine de cette différence. Alors, elle est au niveau quantique, on le retrouve dans d'autres situations. Une autre qui est très connue, forcément, c'est le fameux chat de Schrödinger. Je vous rassure, c'est pas lui, vous savez, on met un chat dans une boîte, on met du poison, si jamais il se déclenche, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est vivant. Et la seule façon de le savoir, c'est d'avoir un appareil qui gère le multi-chat. Autrement dit, la notion clé ici, c'est que l'observation impacte le résultat. Si on revient à nos moutons et qu'on essaie maintenant de suivre le tuyau qui s'en va là-bas, on va parler ici de l'observateur observé. Et surtout, on va essayer d'appliquer à notre domaine qu'est l'IoT. Donc on va parler, si vous avez suivi un petit peu les news au niveau de l'IFA à Berlin qui s'est déroulé il y a quelques semaines de ci, qui est en fait l'équivalent du CES en Europe, il y avait parmi tous les produits qui sont présentés, les frigos, les saunas, les machines agricoles, il y avait vraiment une star du salon, c'était les tondeuses connectées. On en veut tous une, c'est chez nous, on adore ça. Et c'est ce qu'on peut considérer un objet intelligent parce que c'est une sorte de petit tank qui se déplace, qui vient tondre nos gazons et qui est normalement censé le faire de manière optimum, à savoir des tracés plus ou moins précis par empirisme. Et au fil du temps, il agrège des connaissances sur votre terrain et puis il se débrouille de mieux en mieux. Est-ce qu'il est capable de faire du travail tout seul? Oui, parce qu'en fait, des gens un petit peu comme nous ici ont programmé une logique interne qui permet d'accomplir sa mission. Et puis aussi, il a des comportements attendus dans la plupart des appareils, savoir plutôt se mettre en réveil ou en sommeil, suivant si son niveau de batterie est élevé ou non, pour se recharger. J'introduis donc notre premier acteur qui fait référence au film d'avant. Ici, on a l'observateur. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien ici sur ce modèle qui est un Nova N200, marque très connue dans le monde des tondeuses. Eh ben, ils ont maintenant une caméra, et là où avant, en fait, on avait plutôt un lidar pour essayer de repérer le terrain, désormais, en fait, les tondeuses sont capables de construire un modèle mental du jardin à tondre uniquement avec des caméras. Donc il faut réussir à distinguer du verre d'autres verres, parce qu'on se doute bien qu'un brin d'herbe ressemble à un brin d'herbe, c'est un peu compliqué. J'imagine qu'ils font ça en des ados assez musclés. Nos appareils, peu importe lesquels vous pratiquez au quotidien, ils sont bardés de capteurs. La plupart vont être adaptés par exemple au monde de la santé ou au monde médical. D'autres, ça va plutôt être au monde de l'industrie. Certains sont les grands classiques comme la température ou autre. Bref, à chaque fois les capteurs vont permettre de se renseigner sur ce qui se passe à l'extérieur du device, mais aussi forcément qu'est-ce qui se passe en interne, puisqu'on veut connaître la température du device interne, on veut savoir son niveau de batterie, des choses comme ça. Une fois donc que nos appareils ont la connaissance de l'environnement, ils peuvent donc réagir et puis ils vont adapter en fonctionnalité, autrement dit, ils vont pouvoir s'exprimer différemment. Donc on est déjà dans une situation où le fait d'observer et de mieux connaître là où on se situe va avoir pour conséquence des comportements qui diffèrent. J'introduis notre deuxième personnage qui est, donc si c'est l'observateur observé, il y a un observateur d'observateur. Et dans ce cas-là, c'est l'user.
Le user, lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que le travail est bien accompli. À la fin de la journée, est-ce que mon gazon, il est nickel. Et ça, comment est-ce qu'il peut s'en charger? Uniquement avec la visu. Autrement dit, il va, au premier lieu, en tout cas, avoir simplement un retour du travail accompli. Mais est-ce que c'est suffisant? Pas forcément. En fait, on aimerait que la machine nous communique ses états. Autrement dit, on va la munir de quelques devices en surface pour que, avec du son, avec de la lumière, avec des écrans, elle puisse nous communiquer en fait l'état interne. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette machine? Autrement dit, qu'on ait une sorte de prisme sur le système interne et que tout le matériel embarqué puisse s'exprimer et en fait donner des billes à l'utilisateur. L'utilisateur, content de ça, va vouloir agir sur sa machine. Quand il est présent physiquement, il va pouvoir appuyer sur des boutons, utiliser des super claviers comme le Space Cadet qui a été créé pour faire Emacs, et en l'occurrence, eh bien, interagir profondément avec sa tondeuse. Quand on passe au stade d'après, on arrive avec de la connectivité locale, donc Bluetooth USB, voire Zigbee, de façon à ce qu'en fait, l'échange qui était laborieux via un clavier directement sur l'appareil, on puisse le faire de manière déportée, à savoir dans un périmètre quand même assez géographiquement proche, et puis avoir ce dialogue à la fois entrée et sortie. Je veux communiquer des choses à mon device, je veux qu'en retour il communique des choses. Est-ce que ces interactions, quand on quitte le monde du B2C, à savoir je suis un client, j'ai acheté un appareil pour moi, ça se calme. Quand on passe au monde du B2B, comme des gens comme vous qui ont à gérer en fait beaucoup de contraintes vis-à-vis d'appareils, ça ne peut pas scaler. Pourquoi? Parce que déjà, on a un problème de la diversification de la flotte. En quantité, on a des milliers d'appareils à gérer et potentiellement on a différentes versions. On n'est pas forcément face à un matériel unique. Ensuite, on a un éloignement géographique, puisque forcément, on n'est plus face à sa tendance au jardin, on est tranquillement dans son bureau, et on est en train de gérer l'ensemble des tondeuses qui s'occupent des stades de foot un peu partout. Et quelquefois, cet éloignement, eh bien, il est volontaire ou involontaire. Si par exemple, vous avez des outils qui font du minage souterrain, forcément, vous n'êtes pas 24/24 dans la Moria pour aller récupérer ce qui se passe au niveau de la tondeuse. Et puis aussi, une autre contrainte très forte, c'est que là où Nicolas avant était tout seul, désormais il y a une hiérarchie, avec tout en haut André Lenôtre qui s'occupe forcément des jardins de Versailles, et puis on a aussi les 2 jardiniers qui sont venus créer la tête d'or. Donc tous ces gens-là, ils forment une pyramide, et ils ont un fort besoin en fait de s'accorder entre eux pour savoir en gros qui a la responsabilité. On passe dans une situation d'un observeur, on devient multi-observeur, et là ça devient le bazar. Comment on va se débrouiller? C'est facile en fait, on va créer des connexions, on va définir des responsabilités, on va savoir que telle tondeuse peut émettre tel type de données pour telle personne, et ainsi de suite. Et on arrive face à ce beau sac de nœuds. Et est-ce que vous savez le terme technique que l'on applique à ce sac de nœuds dans le métier? Multi-chat. En fait, ça s'appelle le cloud. Le cloud, c'est ça, c'est le sac de nœuds qui va permettre en fait, de faire le lien fort entre les appareils sur le terrain et les utilisateurs. Est-ce que le cloud en tant que tel est suffisant? Non, pour une raison très simple. Les machines, elles, sont capables de discuter à d'autres machines qui lisent dans les nuages les serveurs. Les humains, tant que Elon Musk ne nous aura pas tous branché des connexions neuronales, on ne pourra pas parler avec les machines directement. Autrement dit, il faut passer via des devices intermédiaires. Et c'est en ça que notre métier ici, en tout cas au Pôle Cloud, va être intéressant, puisque à la fois les équipes embarquées et les équipes middleware, eux, vont s'intéresser au dialogue entre les appareils et le cloud. Et nous, en fait, on va devoir gérer 2 choses, à la fois ce qui se passe au sein du cloud et ensuite le petit bout de réseau qu'il y a au niveau du cloud et de l'interface. Donc pour les défis de notre plateforme IoT, on veut à la fois obtenir de la collecte passive de données, autrement dit les appareils quand ils se déplacent, ils font des choses, ils remontent un petit peu de data, ça c'est le niveau 1 que vous devez attendre de toute plateforme IoT. Mais là, l'alternative que je vais vous présenter désormais, c'est de passer à un mode dit de surveillance active et pilotable. Autrement dit, à distance, on veut reproduire le même scénario qu'on a connu quand on était à proximité, on veut observer l'objet et on veut en fait qu'il s'en rende compte et soudainement il passe en mode activation ++ et nous raconte toute sa vie de façon à ce qu'on puisse vraiment avoir un contact très fort avec l'objet. Est-ce qu'on parle réellement d'un tuyau comme on le voyait dans la scénette de Louis Lumière? Pas vraiment, en fait, il faut se rappeler que c'est surtout une chaîne, un maillon, des maillons qui s'enchaînent, et que si jamais au sein de cette chaîne vous avez un maillon qui casse, forcément l'ensemble du process est pété, puisqu'en fait on est face à une succession de halos à chaque fois. Les sorties rentrent dans les entrées, on a même des sous-systèmes au sein d'un seul système avec des chaînes imbriquées, bref, tout système I/O c'est récursif. Et dernière notion qui va nous servir ensuite à détailler les schémas que je présente ensuite, c'est la notion de push-pull. Autrement dit, s'intéresser entre 2 systèmes de personnes ou de sous-systèmes qui doivent discuter, comment est-ce que la dynamique s'organise,
Quand on est sur une dynamique plutôt de type pool, ça signifie que c'est le consommateur de la data qui va prendre l'initiative, qui va venir récupérer les données depuis le producteur. À l'inverse, si on est en méthodologie plutôt push, le producteur, il bombarde, il envoie de la data, et par contre, l'inconvénient, c'est que celui qui reçoit le consommateur, il faut qu'il soit en mesure, en fait, de récupérer l'ensemble de la data. Donc là, on aura des arbitrages à faire en termes de dimensionnement, en termes de réceptivité de nos données. Vous êtes prêts? C'est parti, on décolle pour le cloud. Le cloud, vous les connaissez tous, on a les gros ici, les Azure, les AWS, GCP, un petit peu de cloud souverain, puisque c'est un thème à la mode en ce moment avec OVH Cloud de Octave Klaba à Roubaix, et puis on a aussi les Nantais, une ville formidable avec Quentin Adam et Clever Cloud. Et puis ensuite, on a aussi toutes les solutions open source qui sont de la CNCF. On va maintenant essayer de détailler très rapidement les différents flows en fait, qu'on a juste ici. Vous avez votre tondeuse qui doit communiquer avec le cloud. Bien entendu, il va falloir commencer à choisir la couche réseau sous-jacente avec en fait 3 niveaux on va dire, de fidélité par rapport à ce que vous souhaitez transmettre. On a d'abord les connexions satellitaires quand on est vraiment rendu quelque part très loin dans la pampa et qu'on a quelques petits bouts de données à envoyer, notamment avec un nouvel acteur que vous avez peut-être entendu parler récemment qui s'appelle Skylo, puisque c'est lui qui équipe les Google Watch de nouvelle génération et aussi les Garmin à 2000 € qui viennent de sortir. Donc quand vous avez un message à envoyer, c'est par Skylo que ça passe. Ensuite, sur des messages un peu plus costauds, on a les classiques Sigfox, LoRaWAN et Nico Besson IoT. J'avais fait la blague à l'époque, je me rappelle. Et on a aussi forcément la 4G et la 5G qui là vont permettre beaucoup de mieux s'exprimer en termes de payload qui transitent et surtout de la façon dont on pourra communiquer. Les protocoles applicatifs, je sais que Pierre peut plus m'en parler, donc je vais faire un peu l'impasse là-dessus. En tout cas, c'est 2 choix. Et ce qu'il faut retenir pour nous, c'est que vu qu'on va avoir une option, une vision où on observe notre device, on va avoir un dialogue qui se veut donc bidirectionnel. Donc là, on n'aura pas trop le choix, c'est MQTT qui rentre en avance. Malheureusement, via HTTP, je vous montrerai ça un tout petit peu après, on va être coincé, on ne pourra pas avoir ce rapport. On n'oublie pas que tout ça doit être sécurisé. Je ne vous la fais pas, vous connaissez ces sujets par cœur, les coûts des certificats de TLS à 1.3, notification mutuelle, en tout cas hyper important. Ça mériterait une presse à part entière, c'est pour ça que volontairement je passe très vite, mais gardez ça en tête, il faut que tout ça soit fait de manière sécurisée. On va maintenant détailler un acronyme qui est connu dans le milieu qui s'appelle ETL, avec première lettre pour extract, qui consiste à dire que notre message il rentre dans le cloud, il doit être déposé dans quelque chose qui est capable de le réceptionner très très vite et de le garder en mémoire de manière semi-persistante. C'est une code message, là vous avez mis par exemple Kafka et RabbitMQ, et le but du jeu c'est que voilà, on agrège de façon à ce qu'on ait ce tampon en fait nécessaire, et que même si derrière en fait les services qu'on va découvrir ne suivent pas, on soit quand même en mesure en fait de ne pas perdre de message, puisque c'est ça qui est essentiel dans un cloud, on ne doit perdre aucun message. À chaque fois, vous avez mis des petits icônes en bas, celui qui pousse, celui qui tire. J'ai pas forcément une vraie réponse à vous donner. Il y aura des fois où en fait, le fait que ça soit la queue qui d'elle-même vienne pousser vers la suite du tuyau, c'est intéressant. Des fois, à l'inverse, on dira plutôt non, ce sont les consommateurs qui, à leur rythme, viendront tirer. Ces consommateurs, c'est quoi? C'est des... Par exemple, chez Azure, ce sera des Azure Functions, ce sera des AWS Lambda. Leur but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que si on avait des données qui étaient par exemple, compactées en protobuf, on les désérialise, on en fait des JSON, ensuite on valide que les données soient correctes d'un point de vue de ce qu'elles contiennent, qu'elles ne soient pas pourries, et que d'un point de vue métier, elles aient du sens. Et puis aussi, on vient les enrichir, parce qu'on veut mettre des données qui viennent, par exemple, d'un cloud tiers, de la météo, des données qui viennent d'un ERP, bref, on fait maturer la donnée. Et ensuite, on finit l'acronyme avec le L, qui est de se dire, tout ça, on vient le charger dans une base de données. En l'occurrence, quand on fait de la DOTI, les stars du moment, ça va être les bases de données de time series, donc du Cosmos, du Influx, du DynamoDB, et on va stocker ça de manière à la fois chaude pour qu'on fasse des requêtes rapidement pour alimenter les fronts, et puis aussi un peu froide, de manière à ce que les gens qui bossent à l'analytique ou au marketing, les data scientists, puissent ensuite extraire les data et en retirer de la valeur. C'est en ça que ce sont les principaux points d'exploit. Une fois qu'on a fait tout ça, en fait, on a atteint l'objectif numéro 1, qui est de se dire, notre device, il a accompli sa mission, il a envoyé ses data, elles sont sécurisées, tant mieux. Est-ce qu'on a rempli le contrat que je m'étais fixé au début, à savoir est-ce que le device il est vraiment observé? Pas du tout, parce que pour l'instant, on n'a aucun humain dans la boucle, en fait, on est face à des systèmes autonomes, de machine à machine. Donc, il faut, quelque part, une façon de récupérer les infos. On va passer par des serveurs web, je mets des technos plus ou moins connus ici, dont celle qu'on pratique ici chez WTKO, qui est le hexagone vert, qui est Node.js. On fait des API REST, qu'il s'agisse de l'API Hypermedia ou plutôt des API JSON Data.
Le but du jeu étant d'aller ensuite servir les fronts que l'on vient construire sur mesure pour venir mettre en valeur ces datas. Je vous la fais vite, donc là on va devoir arbitrer sur comment est-ce qu'on va dialoguer avec nos serveurs. Historiquement, c'était un peu nul, on devait faire file-moi une page, va à la page, ah ben il me faut une autre page, va à l'autre page. Bon, c'est un peu lourdingue, ça c'est début 2000. Heureusement, des gens intelligents ont inventé le fait de pouvoir faire des XML HTTP requests, autrement dit, je suis intéressé moi uniquement par les widgets de mobilité parce que je vais le mettre là dans ma page. Ok, tiens, voilà le code du widget et tu peux rafraîchir qu'une section de la page. Super, ça s'appelle faire de l'Ajax. Ensuite, il y a des stratégies, long polling, j'ouvre une requête, s'il te plaît, tu la laisses ouverte, dès que tu as un truc à me dire, tu me préviens. Autrement dit, on est capable en fait de donner plus de matière au serveur qui peut enfin prendre l'initiative et nous donner en fait des messages. Parce qu'en fait, avant, on avait un déséquilibre. Ici, on avait un serveur très costaud, un petit client. À l'inverse, ici, on commence à avoir un client qui était plus costaud et un serveur qui était des bêtes. Et puis là, on veut retrouver une sorte d'équilibre, toujours avec une autre solution qui s'appelle Comet, cette fois-ci, en référence à Ajax. Et pour une fois, cette blague, elle n'est pas de moi. Et puis après, je vous passe des meilleurs, on a amélioré le système, on a fait du HTTP streaming, on a formalisé, on a appelé ça des serveurs CNTL. Bref, ça a mobilisé beaucoup de temps de cerveau. En fait, des tas de gens ont pensé à tout ce bazar pour essayer de rendre HTML plus robuste. Et c'est en ça que je vous disais qu'en fait, c'est vraiment MQTT, parce que c'est lui qui a directement dans son ADN un broker, le fait d'échanger. Heureusement, le SynServer WebSocket est arrivé, on peut enfin sereinement discuter avec son serveur. Autrement dit, le serveur peut prendre l'initiative de pousser des messages, ça c'est top. Quand on construit une application côté front, généralement on appelle ça maintenant une Single Page App SPA, parce que c'est un client lourd. Quand on clique sur des liens, on ne fait pas vraiment des appels serveurs, on essaye de catcher ça dans l'URL, on affiche des écrans, donc on pense en composants, et puis surtout on a un état qui est très complexe en fait dans le navigateur. Et dans tous les frameworks que nous on utilise ici, c'est plutôt le rouge, l'Angular, que chez WeTech on a choisi d'utiliser parce qu'il est assez carré. Voilà le type de dashboard qu'on peut venir construire quand on fait l'IoT. Si on est sur une vue flotte, on veut savoir où sont nos tondeuses, on a d'abord une liste de l'ensemble des devices, et puis on a une carte, ce qui est, on va dire, le grand classique du portail vue flotte du plateforme. Nos composants sont organisés en hiérarchie, on essaie de construire d'abord l'application, puis des pages, puis des composants feuilles qui vont en fait symboliser tous les widgets. L'état doit donc redescendre du haut vers le bas. En revanche, quand on clique sur un widget, il faut que les events fassent l'inverse, partent du bas vers le haut pour ensuite remonter dans notre hiérarchie de composants. Un composant, ça ressemble à ça, c'est du JS ou du TS, c'est pas hyper important. Par contre, ce qui est important, c'est à quoi ça ressemble. Pareil, vous les connaissez par cœur, ça va être des cartes pour un device, ça va être différentes métriques, des gauges, des barres charts, des histogrammes. Bref, on veut vraiment mettre en valeur tout ce que le device est censé nous transmettre. Qu'est-ce que ça donne côté HTML? On vient imbriquer des balises, on retrouve pareil le jargon métier qu'on a choisi d'utiliser pour bâtir les dashboards. On a la même chose au niveau de notre état, donc on reçoit nos bazars, nos températures, la hauteur de l'air, et compagnie. Et là, on se repose la question, en fait, tiens, on n'est pas encore dans une situation de push-pull, cette fois-ci, on n'est plus au niveau système, on est au niveau du code. Je vous la fais vite parce que c'est le côté peut-être le plus technique que l'on va aborder, c'est de se dire, quand je suis en pool, je vais récupérer qu'une seule valeur, j'appelle une fonction. Quand j'en veux plusieurs, j'ai un itérateur, je peux l'appeler. Quand par contre, je vais dans une situation où j'attends qu'on me file une valeur, comment ça se passe? Là, c'est une promesse qui vient de filer une valeur dans ce qu'on appelle sa résolution, le point Z ici. Et pendant très longtemps, en fait, ce qu'avaient lu les gens, c'est que dans ce beau diagramme, il manquait une case. En fait, il n'y avait pas cette quatrième case. Et elle est enfin apparue, et je vous donne dans le mille, comment ça s'appelle en JS? Ça s'appelle un observable. Et c'est là qu'en fait, les principes méta arrivent au principe même du code qu'on manipule au quotidien. Avant, comment est-ce qu'on faisait? On voulait être au courant de comment est-ce qu'une souris se déplace. On mettait un disclaimer sur le document, s'il te plaît, dès que la souris bouge, tu me préviens, tu me donnes ses coordonnées. Cool. Désormais, qu'est-ce qu'on fait? On dit, je veux générer un observable depuis cette source d'event, et je vais pouvoir y souscrire, y placer un observeur, et donc être au courant de ce qui se passe. Autrement dit, je suis bien en situation où je peux observer les événements, et ce qui est cool, c'est qu'en fait, je peux aussi y appliquer diverses transformations. Par exemple, savoir si ma souris est plutôt à droite, plutôt à gauche de l'écran. Là aussi, beauté de la physique, si on réfléchit bien, on est passé donc de quelque chose qui était plutôt impératif à quelque chose qui se veut autoportant. L'observable est à la fois une particule, puisqu'on peut la balader dans son code,
mais c'est aussi une onde, puisqu'on peut venir définir l'ensemble des transformations qui viennent moduler la onde. Non mais là, il n'y a plus personne qui Et est... ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ces observables, il s'agit de particules, on peut venir les combiner, on en prend plusieurs, on émine du temps, ils émettent chacun des valeurs, et on a plein d'opérateurs. Celui-ci, c'est le préféré de Yacine, combine les tests, et en fait, on est capable de décréter que d'un observable, on est capable de créer plusieurs observables. Pourquoi c'est intéressant? Puisqu'en fait, imaginez sur votre dashboard, tous vos widgets, chacun va avoir une liste de courses. Moi, je veux la température, moi, je veux la hauteur de l'herbe. Eh bien, si chaque widget demande de manière indépendante au serveur, en fait, on va recevoir plein de sollicitations. Nous, le but du jeu, ça va être de concentrer ces demandes sous forme d'observables, de n'en faire qu'un seul, et ça remonte au côté serveur, et le serveur, il a sa liste de courses de ce qu'il est censé demander au device. Autrement dit, eh bien, suivant le profil de l'utilisateur qui interagit avec le système, les grands admins, ils auront accès à tout, les péons du bas, ils auront accès uniquement aux petits widgets, et en fait, eh bien, on va pouvoir aussi adapter réellement, et ça c'est ce qu'expliquait dans le talk d'avant Clotilde et Pierre, de se dire on veut adapter en fait à nos utilisateurs une expérience sur mesure. On veut que devant eux, ils aient les datas dont ils ont besoin, et ça implique d'avoir côté front quelque chose de réactif, que le serveur participe, et qu'à l'arrivée, et bien sur la cible, on ait des devices qui soient en mesure d'interpréter ces messages corrects. Et ça, c'est ce que on vous parlera Pierre dans sa partie. On veut à l'arrivée un agent qui soit capable de dialoguer avec ces datas et fournir les données prévues. Je passe là-dessus ce que je vais déjà très vite. Donc en gros, le message, il remonte pour vérifier est-ce que la personne a le droit de demander ça, est-ce qu'elle a le droit d'interroger tel device, et ainsi de suite, parce que sinon on aurait potentiellement des vulnérabilités. Si plusieurs demandes ont lieu en simultané de plein d'users en même temps, on va les consolider en une seule. Pourquoi? Parce qu'on veut surtout éviter de sursolliciter le device en face qui potentiellement, il a une bande passante limitée. On ne veut pas que son forfait data soit mis à épuisement, donc on fait en sorte de lui envoyer un ordre qui est concis et qui va droit au but. Ensuite, le device nous répond. Le message qui lui se veut temps réel, il faut se débrouiller côté cloud pour qu'il passe par une route prioritaire, sinon il a la queue leu avec les autres. Et nous, on veut faire en sorte qu'il aille plus vite. Donc, on a différentes stratégies que juste ici pour faire en sorte que le message soit identifié comme tel. On va lui faire des transfos assez légères, potentiellement le stocker en cache, et ensuite, boum, ça redescend face à la UI. Donc, on a bien ce cycle. La personne est face à son écran, elle rentre sur l'écran d'une tondeuse en particulier. Tous les widgets se concordent, il nous faut telle et telle data, ça remonte au serveur, on interroge la tondeuse qui est connectée à l'instant, elle est réagit, elle envoie uniquement ses datas de manière très soutenue, et en fait on est en mesure de suivre la tondeuse qui se déplace. Juste une phrase là-dessus, quand on parle d'observabilité, tiens non c'est bizarre, est-ce qu'on peut aussi observer ce qui se passe côté cloud? Bah forcément, on parle ici d'open télémétrie, et en surveillant les métriques, les logs et les traces, eh bien, on a une meilleure connaissance de notre système, et on s'assure qu'il est en bonne santé et que tout se passe bien. Vu que je suis un peu long, je passe ce point-là. Et sachant qu'en plus, ces notions d'open télémétrie, vous pouvez aussi le faire côté client, autrement dit, vous pouvez venir observer ce que font vos users, quelle route il a emprunté, où est-ce qu'il a cliqué, et en fait comprendre les comportements de vos users, raffiner votre expérience utilisateur, et en fait, on est sur un cercle vertueux pour votre application, elle est mieux construite. Attention, puisque si la surveillance devient étatique, ça s'appelle une cellule panoptique, et là ça devient très dangereux, puisqu'en fait, si le gouvernement nous observe un petit peu trop près, on change nos comportements, et en fait, on devient un petit peu des gens qui courbent les chines sans arrêt, donc soyez vigilants, si le gouvernement nous impose ça, il faudra se rebeller. Conclusion. Pourquoi ces projets sont intéressants? Parce qu'ils offrent à l'utilisateur la plus grande valeur souhaitée. En fait, on a des tondeuses, on a des vraies datas. Par contre, c'est compliqué à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il faut une équipe transverse, il faut une équipe qui soit à la fois côté cloud et à la fois côté embarqué, ou en tout cas contribuer à l'embarqué, pour faire en sorte que les deux dialoguent ensemble. Et donc, ça ne peut pas se faire uniquement juste en définissant quelques interfaces, il faut vraiment avoir des façons de travailler qui vont dans ce sens, et c'est en ça que c'est compliqué. Et je m'arrêterai là. Est-ce que vous avez des questions?